Dans les rues animées d'une banlieue parisienne, où les odeurs de baguettes fraîches se mêlent aux effluves des épices des marchés multiculturels, une femme marche d'un pas assuré, un sac à dos militaire sur l'épaule. Aïssatou Diallo, 35 ans, ancienne membre des forces spéciales françaises, n'a jamais cédé face à l'adversité, que ce soit dans les zones de conflit ou dans les ruelles de son quartier natal. Mais aujourd'hui, un officier de police, Luc Moreau, va commettre une erreur qu'il regrettera instantanément, il la prend pour cible, simplement à cause de sa couleur de peau et de son sac encombrant. Ce qui commence comme une interpellation banale se transforme en une confrontation qui secoue la communauté, révélant des vérités inconfortables sur le pouvoir, le préjugé et la résilience. Cette histoire, née sous le regard indiscret des smartphones et des passants, va changer le cours des choses dans cette ville et au-delà. Aïssatou descendait du bus 93, ses écouteurs diffusant un air de jazz qu'elle affectionnait depuis ses années à l'étranger. Le soleil de l'après-midi baignait le quartier de Saint-Denis, où les immeubles modernes côtoyaient des bâtiments haussmanniens défraîchis. Elle ajusta la sangle de son sac, un vieux compagnon de ses missions, et se mit en route vers la maison de sa grand-mère, Mamie Fartou, dans une ruelle bordée de platanes. Cela faisait des mois qu'elle n'était pas revenue ici, mais l'odeur familière du pain chaud et des merguez grillées lui rappelait son enfance, quand elle courait entre les étals du marché avec ses cousins. Pourtant, à peine avait-elle parcouru quelques mètres qu'elle sentit un regard pesant sur elle. Elle ne se retourna pas, des années d'entraînement lui avaient appris à rester alerte sans trahir ses émotions. Mais elle savait, quelqu'un l'observait, et ce n'était pas un simple passant curieux. Derrière elle, une voiture de police ralentit, ses pneus crissant légèrement sur l'asphalte. Aïssatou continua de marcher, son rythme inchangé, mais son esprit en alerte. Elle avait vu ces regards avant, ceux qui jugent avant même de poser une question, ceux qui réduisent une personne à une menace sans raison. Le claquement d'une portière résonna, suivi du bruit lourd de bottes sur le trottoir. « Et, vous ? Arrêtez-vous tout de suite ?» La voix était autoritaire, teintée d'une suspicion qui ne laissait place à aucun doute. Aïssatou s'arrêta lentement, pivotant avec une fluidité calculée, sans mouvement brusque. Face à elle se tenait l'officier Luc Moreau, un homme d'une quarantaine d'années, les cheveux coupés courts et les yeux plissés, scrutant son sac comme s'il contenait une bombe. « Qu'est-ce que vous faites dans ce quartier ? » demanda-t-il, sa main droite posée près de sa ceinture, trop près de son arme pour que cela passe inaperçu. Aïssatou inclina légèrement la tête, l'observant avec un calme olympien. « Je suis chez moi. » répondit-elle, sa voix posée, presque musicale, avec cet accent parisien qu'elle n'avait jamais perdu malgré ses années à l'étranger. Moreau haussa un sourcil, peu convaincu. « Chez vous ? Et ce sac, il contient quoi ? » Aïssatou prit une inspiration mesurée. Elle connaissait ce jeu, cette danse délicate où chaque mot, chaque geste pouvait faire basculer la situation. « Mes affaires personnelles. Je vais chez ma grand-mère. » Moreau s'avança d'un pas, son regard se durcissant. « Montrez-moi une pièce d'identité. » Le ton n'était pas une demande, mais un ordre. Aïssatou ne bougea pas, son regard fixé sur lui. Elle avait affronté des situations bien plus dangereuses que celle-ci, mais ici, dans son propre quartier, l'injustice avait un goût particulièrement amer. « Pourquoi ? » demanda-t-elle, sa voix toujours calme, mais avec une pointe de défi. « Vous portez un gros sac, vous marchez dans une zone à risque, et vous posez des questions au lieu de coopérer, répondit Moreau, son ton montant d'un cran. Ça suffit pour que je vous trouve suspecte. Aïssatou sentit une colère sourde monter en elle, mais elle la contint. Elle avait appris à garder la tête froide, même face à l'arrogance. Suspecte ? Répéta-t-elle, un sourire narquois effleurant ses lèvres. Parce que je marche dans mon quartier avec un sac ? À cet instant, elle remarqua un petit attroupement qui se formait sur le trottoir. Parmi eux, Amine, un jeune artiste de rue d'une vingtaine d'années, connu pour ses fresques colorées sur les murs du quartier, avait sorti son téléphone et diffusé la scène en direct sur les réseaux sociaux. À ses côtés, Claire, une étudiante en journalisme, observait avec un mélange de curiosité et d'indignation, son carnet déjà ouvert.
Moreau remarqua les spectateurs et fronça les sourcils. Rangez ce téléphone. Lança-t-il à Amine, qui ne bougea pas d'un pouce, son sourire provocateur. C'est un espace public, monsieur l'agent, répondit le jeune homme, sa voix teintée d'une ironie typiquement parisienne. La foule murmura, quelques rires étouffés se faisant entendre. Aïssatou croisa brièvement le regard d'Amine, reconnaissant en lui un allié inattendu. Elle plongea lentement la main dans son sac, sous le regard tendu de Moreau, et en sortit un étui en cuir. « Vous voulez une pièce d'identité ? Tenez. » Moreau s'empara de l'étui avec une brusquerie inutile et l'ouvrit. Ses yeux parcoururent le document, s'arrêtant sur le titre en haut. Lieutenant Aïssatou Diallo, Forces spéciales, Armée française. Son visage changea en une fraction de seconde. Ses doigts se crispèrent, ses joues s'empourprèrent légèrement, et ses épaules se raidirent comme s'il venait de recevoir un coup invisible. Aïssatou croisa les bras, attendant. Elle connaissait ce moment, celui où l'arrogance cède la place à l'embarras. Militaire, hein ? Marmonna Moreau, rendant l'étui avec une réticence évidente. C'est un problème. Répondit-elle, son ton neutre mais tranchant. Il la fixa un long moment, cherchant quelque chose à dire pour sauver la face. Mais, aucun problème. Finit-il par grommeler, mais son regard trahissait son malaise. Amine, toujours en train de filmer, laissa échapper un rire. Oh, l'agent, vous avez choisi la mauvaise personne à aujourd'hui. La foule éclata de rire, et Claire griffonna frénétiquement dans son carnet, capturant chaque détail. Moreau serra les dents, son ego visiblement ébranlé. Aïssatou ajusta son sac et tourna les talons, prête à reprendre sa route. Bonne journée, monsieur l'agent, lança-t-elle sans se retourner, laissant Moreau planté là, sous les regards moqueurs des passants. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Alors qu'Aïssatou s'éloignait, elle entendit de nouveau les pas lourds de Moreau derrière elle. Attendez. Cria-t-il, sa voix plus agressive qu'auparavant. Elle soupira, se préparant à une nouvelle joute. Elle pivota, son expression impassible. Quoi encore ? Moreau s'approcha, son visage rouge de frustration. Je dois vérifier votre sac. Dali koskesotgesa okosauta. Aïssatou haussa un sourcil. Pourquoi faire ? Drogue ? Armes ? Choisissez une excuse, je suis curieuse. La foule s'agita, les murmures s'intensifiant. Amine zooma sur le visage de Moreau, commentant en direct. Il s'enfonce, les amis, il s'enfonce. Claire, quant à elle, échangea un regard avec un autre passant, un homme d'âge mûr nommé Monsieur Dupont, un libraire du quartier connu pour son franc-parler. Il abuse, là, murmura Dupont, secouant la tête. Aïssatou fixa Moreau, immobile. Vous demandez à une militaire des forces spéciales si elle transporte de la drogue ? Sa voix était calme, mais chaque mot pesait comme une accusation. Moreau, sentant la situation lui échapper, insista, ouvre le sac. Le ton était sec, presque désespéré. Aïssatou croisa les bras. Vous savez que vous avez besoin d'une raison valable pour ça, n'est-ce pas ? Et là, tout ce que vous avez, c'est votre orgueil blessé. La foule retint son souffle. Amine éclata de rire, et Claire nota chaque mot, son stylo courant sur le papier. À cet instant, une voix grave interrompit la scène. Officier Moreau, ça suffit. Tous les regards se tournèrent vers l'homme qui approchait, le sergent Thierry Dubois, un officier noir d'une cinquantaine d'années, connu dans le quartier pour sa droiture. Ses yeux fatigués balayèrent la scène. Et la scène, la foule, les téléphones, la posture tendue de Moreau, la calme assurance d'Aïssatou. Il s'arrêta à quelques mètres, croisant les bras. Expliquez-moi pourquoi une ancienne des forces spéciales est arrêtée en pleine rue,
avec un officier qui semble prêt à dégainer pour un sac à dos. Moreau se raidit, mais ne répondit pas immédiatement. Aïssatou resta silencieuse, observant. Dubois soupira, son ton devenant plus sec. « Vous l'avez arrêtée pourquoi, au juste, parce qu'elle est noire et qu'elle porte un sac. » La foule murmura de nouveau, et Amine lança un « bien dit », qui fit rire plusieurs personnes. Moreau tenta de se justifier, elle refusait de coopérer. Dubois haussa un sourcil. Refuser de coopérer? Ou refuser de se laisser intimider sans raison? Il se tourna vers Aïssatou. « Lieutenant Diallo, vous allez bien ?» Elle hocha la tête. « J'essaie juste de rentrer chez ma grand-mère. » Dubois soupira de nouveau, puis s'adressa à Moreau. « Rentrez à la base. On discutera de ça plus tard. Et priez pour que cette vidéo ne fasse pas le tour de la ville. » Amine agita son téléphone avec un sourire malicieux. « Tieptoy, trop tard, chef. C'est déjà en ligne. » Aïssatou ajusta son sac et s'éloigna, laissant Moreau humilié sous les regards amusés et indignés des passants. Mais elle savait que ce n'était pas fini. Cette confrontation, filmée et diffusée en direct, allait déclencher une tempête qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Alors qu'elle tournait au coin de la rue, elle entendit Claire murmurer à Dupont, « Cette femme, c'est une héroïne. » Et quelque part, au fond d'elle, Aïssatou sentit que ce moment, aussi banal qu'il ait commencé, allait changer bien plus que sa journée. La vidéo d'Amine, tournée dans l'urgence sous le soleil de Saint-Denis, n'était plus seulement un instant capturé dans une rue animée. Elle était devenue un cri de ralliement, un miroir tendu à une société qui évitait trop souvent de regarder ses propres failles. En quelques heures, les images de l'interpellation d'Aïssatou Diallo par l'officier Luc Moreau avaient enflammé les réseaux sociaux, partagés par des milliers d'internautes, commentés par des activistes, des journalistes, et même des politiques locaux. Aïssatou, elle, n'avait pas prévu de devenir le visage d'une cause. Elle voulait simplement rentrer chez sa grand-mère, Mamie Fatou, et savourer un plat de thieboudienne en paix. Mais le monde avait d'autres plans pour elle. Alors que la pression montait sur le commissariat et que la ville s'enflammait de débats, Aïssatou allait devoir faire un choix. Rester dans l'ombre ou prendre la parole pour exiger un changement réel. Ce qui avait commencé comme une confrontation personnelle était sur le point de devenir une affaire publique, et personne, ni Aïssatou, ni Moreau, ni la communauté, ne sortirait indemne de cette tempête. Dans le petit appartement de Mamie Fatou, l'odeur réconfortante du poisson grillé et des légumes mijotés emplissait l'air. Aïssatou était assise à la table de la cuisine, son téléphone vibrant sans cesse sur la nappe en wax coloré. Elle l'ignora, préférant couper des oignons pour aider sa grand-mère. Mamie Fatou, une femme menue mais à la présence imposante, jetait des regards en coin à sa petite fille. « Tu vas regarder ce téléphone un jour, ma chérie ?» demanda-t-elle, une cuillère en bois à la main, tout en remuant une sauce épicée. Aïssatou soupira, un sourire en coin. « Je sais déjà ce qu'il y a dessus, mamie. Des notifications, encore et encore. » Mamie Fatou haussa les épaules, son rire résonnant dans la pièce. « Ce policier, quel imbécile. Toute la chorale de l'église en parle. Sœur Awa m'a envoyé la vidéo en disant « C'est bien ta petite, non. Comme si je ne t'avais pas élevé pour tenir tête à des idiots pareils. » Aïssatou éclata de rire, mais son amusement fut de courte durée. Elle finit par attraper son téléphone et fit défiler l'écran. La vidéo d'Amine avait dépassé les 500 000 vues en quelques heures. Les commentaires affluaient, un mélange d'indignation et d'admiration. Une militaire des forces spéciales harcelée dans son propre quartier? C'est ça, la France? Écrivait un internaute. Un autre. Elle aurait pu le mettre KO, en 2 secondes, mais elle était restée calme. Respect. Des comptes d'associations de vétérans et de défense des droits humains avaient partagé la vidéo, amplifiant son impact. Un article du Parisien titrait déjà « Polémique à Saint-Denis,
une ancienne militaire interpellée sans raison. Aïssatou reposa le téléphone, les lèvres pincées. Elle avait vu ce genre de scandales avant, mais être au centre de l'un d'eux était une toute autre affaire. À l'extérieur, le quartier bruissait d'une énergie nouvelle. Amine, le jeune artiste de rue, était devenu une sorte de héros local. Assis sur un banc près du marché, il montrait la vidéo à un groupe d'amis, dont Claire, l'étudiante en journalisme, qui prenait des notes frénétiquement. « Je vous dis, ça va faire du bruit », lança Amine, son bonnet en laine légèrement de travers. Les gens en ont marre de ces contrôles au faciès. Claire hocha la tête, son stylo suspendu au-dessus de son carnet. J'ai contacté une journaliste, Sophie Laurent, qui travaille pour France 3. Elle veut couvrir l'histoire. À leur côté, Monsieur Dupont, le libraire, secouait la tête. Ce Moreau, je le connais. Toujours à jouer les durs. Mais là, il est allé trop loin. Pendant ce temps, au commissariat de Saint-Denis, l'atmosphère était tendue. Luc Moreau, suspendu en attendant une enquête interne, était assis dans une salle de réunion, face au sergent Thierry Dubois et au capitaine Samuel Lefebvre, un homme aux cheveux grisonnants et à l'air fatigué. « Sorry ? Vous avez une idée de ce que vous avez déclenché ?» demanda Lefebvre, jetant un dossier sur la table. Le maire est furieux. La vidéo était partout. Les réseaux sociaux, les journaux, même des élus en parlent. Moreau, les mâchoires serrées, évita le regard de ses supérieurs. Elle refusait de coopérer, marmonna-t-il. Dubois leva les yeux au ciel. Elle refusait de se laisser humilier, Luc. Vous l'avez arrêtée pourquoi? Parce qu'elle est noire et qu'elle portait un sac? Moreau ne répondit pas, mais ses poings se crispèrent sur ses cuisses. Dehors, une petite foule s'était rassemblée devant le commissariat, menée par un groupe de jeunes du quartier, dont Amine et ses amis. Ils brandissaient des pancartes artisanales avec des slogans comme « Stop aux contrôles au faciès » et « Justice pour Aïssatou ». Claire, toujours présente, interviewait les manifestants pour son blog étudiant, tandis qu'une équipe de France 3, dirigée par Sophie Laurent, une journaliste connue pour son ton incisif, filmait la scène. Sophie, la trentaine, lunettes rondes et chignon impeccable, s'approcha d'Amine. « Vous êtes celui qui a filmé la vidéo ?» demanda-t-elle. Amine hocha la tête, un sourire en coin. « Ouais, et je ne regrette pas. Les gens doivent voir ce qui se passe ici. » Sophie nota son nom et lui promit de le contacter pour une interview. Aïssatou, de son côté, n'avait aucune envie de se retrouver sous les projecteurs. Mais les appels et messages ne cessaient d'affluer. Des amis d'enfance, des anciens camarades des forces spéciales, même un député local qui voulait la rencontrer. Elle finit par répondre à un appel du sergent Dubois. « Lieutenant Diallo. » commença-t-il, son ton grave mais respectueux, « l'enquête sur Moreau est en cours. Mais cette vidéo. Elle a atteint le bureau du maire. Le commissariat est sous pression. » Aïssatou soupira. « Et alors? Qu'est-ce que ça change ?» Dubois marqua une pause. « Moreau veut vous parler. Il veut s'excuser. » Aïssatou haussa un sourcil, sceptique. S'excuser? Ou sauver sa carrière? Dubois ne répondit pas directement. Il est suspendu pour l'instant. Mais je pense qu'il vaut mieux régler ça calmement, avant que ça n'explose davantage. Aïssatou réfléchit, son regard fixé sur la photo encadrée de sa grand-mère et elle, prise lors de son incorporation dans l'armée. « D'accord, dit-elle enfin. Mais sur mes termes. Je veux une discussion publique, filmée, avec un médiateur. Pas de faux semblants. » Dubois sembla hésiter, puis acquiesça. « Je vais voir ce que je peux faire. » Le lendemain, Sophie Laurent contacta Aïssatou pour organiser une interview télévisée. « C'est une occasion de faire entendre votre voix. » expliqua-t-elle au téléphone.
Les gens veulent sans doute savoir qui vous êtes, ce que vous pensez. Aïssatou hésita. Elle n'avait jamais cherché la gloire, encore moins la notoriété. Mais l'idée de laisser cette histoire se transformer en simple fait divers, oublié en quelques jours, lui était insupportable. Gao Tessio ? Et très bien, répondit-elle. Mais je veux que ce soit clair. Ce n'est pas juste à propos de moi. C'est à propos de tous ceux qui passent par ce genre de contrôle sans caméra pour les protéger. La rencontre fut organisée dans un centre communautaire de Saint-Denis, un lieu où les habitants se réunissaient pour des cours de danse, des ateliers d'écriture ou des réunions associatives. Sophie Laurent, en tant que modératrice, avait insisté pour que l'échange soit diffusé en direct sur France 3 Île-de-France. Aïssatou arriva en Jean et poule simple, refusant de jouer un rôle qu'elle n'était pas. Face à elle, Luc Moreau, sans son uniforme, semblait mal à l'aise, évitant son regard. Sophie, avec son professionnalisme aiguisé, ouvrit la discussion. Lieutenant Diallo, pourquoi avez-vous accepté cette rencontre ? Aïssatou prit une inspiration. Parce que ce qui s'est passé n'est pas un incident isolé. C'est quelque chose que trop de gens vivent tous les jours. Et si je peux utiliser ce moment pour pousser à un changement, alors je le ferai. Sophie se tourna vers Moreau. Tiens. Et vous, officier Moreau, pourquoi êtes-vous ici ? Il déglutit, ses mains jointes devant lui. Parce que j'ai fait une erreur. J'ai agi sans réfléchir, poussé par des préjugés. Le mot sembla lui coûter, mais il le prononça. La salle, remplie de spectateurs, dont Amine, Claire et Monsieur Dupont, resta silencieuse, suspendue à ses paroles. Aïssatou le fixa, son regard perçant. Une erreur ? Vous m'avez traité comme une criminelle dans mon propre quartier. Vous pensez qu'une excuse suffit ? Moreau baissa les yeux. Non, ça ne suffit pas. Je le sais maintenant. Sophie intervint. Lieutenant Diallo. Que voulez-vous voir changer ? Aïssatou se redressa. Je veux des formations qui ne soient pas juste une case à cocher. Des officiers qui comprennent ce que ça fait d'être ciblés sans raison. Et un système où les gens comme moi n'ont pas besoin d'une caméra pour être respectés. La discussion dura près d'une heure, chaque mot pesant lourd dans l'atmosphère. À l'extérieur, la manifestation avait grandi, attirant des habitants de tous horizons, des étudiants aux retraités. Amine, fidèle à lui-même, continuait de filmer, tandis que Claire écrivait un article pour un journal étudiant, déterminé à amplifier l'histoire. Lorsque l'interview se termina, Sophie serra la main d'Aïssatou. « Vous avez allumé une mèche », murmura-t-elle. « Maintenant, voyons jusqu'où ça brûle. » De retour chez Mamie Fatou, Aïssatou trouva sa grand-mère en train de discuter avec sœur Awa, venue apporter un plat de yassa. « Tu as été magnifique, ma fille », dit Mamie Fatou, ses yeux brillants de fierté. Aïssatou sourit, mais une pensée la hantait. Cette confrontation, bien que publique, n'était que le début. La vidéo continuait de circuler, les débats s'intensifiaient, et Saint-Denis, cette ville qu'elle aimait tant, était à un tournant. Elle n'avait pas voulu être un symbole, mais elle savait désormais qu'elle ne pouvait plus reculer. L'interview télévisée d'Aïssatou Diallo face à Luc Moreau avait marqué les esprits, mais ce n'était pas la fin de l'histoire, c'était le début d'un mouvement. Dans une salle communautaire de Saint-Denis, sous les néons vacillants et les regards attentifs d'une foule hétéroclite, Aïssatou avait posé les bases d'un changement, des paroles ne suffiraient pas, il fallait des actes. La vidéo de l'interpellation, devenue virale, avait transformé une simple altercation en un débat national sur les contrôles aux faciès et le rôle de la police dans une société multiculturelle. Mais alors que les projecteurs se tournaient vers elle, Aïssatou restait fidèle à elle-même, une femme de terrain, forgée par les épreuves, déterminée à ne pas laisser cette histoire s'éteindre dans l'oubli. Ce chapitre final raconte comment une confrontation personnelle a semé les graines d'un changement durable, porté par une communauté unie et des individus prêts à se remettre en question. Mais pour Aïssatou, le véritable défi n'était pas de gagner une bataille publique,
mais de s'assurer que les promesses d'aujourd'hui ne deviennent pas les déceptions de demain. Dans les jours qui suivirent à l'interview, Saint-Denis vibrait d'une énergie nouvelle. Les rues, habituellement animées par le brouhaha des marchés et les klaxons des scooters, résonnaient désormais de discussions passionnées. Les habitants, des jeunes aux retraités, se retrouvaient dans les cafés, les centres communautaires et même sur les bancs du parc pour débattre de ce que signifiait être respecté dans sa propre ville. La vidéo d'Amine, avec ses millions de vues, avait dépassé les frontières du quartier. Des journaux nationaux comme Le Monde et Libération avaient publié des éditoriaux sur l'incident, tandis que des associations comme SOS Racisme appelaient à des réformes urgentes. Aïssatou, malgré elle, était devenue une figure centrale de ce tourbillon. Son téléphone ne cessait de vibrer, messages de soutien, demandes d'interview, invitations à des conférences. Mais elle préférait rester chez Mamie Fatou, où l'odeur du thé à la menthe et les rires de sa grand-mère lui offraient un refuge temporaire. Mamie Fatou, toujours vêtue de ses boubous colorés, observait sa petite fille avec une fierté mêlée d'inquiétude. Tu vas te battre pour tout le monde, ma chérie ? Demanda-t-elle un soir, en versant le thé dans des verres ornés de motifs dorés. Aïssatou, assise en tailleur sur le canapé, haussa les épaules. Je ne veux pas de cette attention, mamie. Mais si je ne parle pas, qui le fera ? Mamie Fatou hocha la tête, son regard perçant. Tu as toujours été comme ça. T'es-tu comme ton grand-père. Mais fais attention. Les gens aiment que les héros, mais ils n'aiment pas toujours ce qu'ils demandent. Aïssatou sourit, touchée par la sagesse de sa grand-mère. Elle savait que Mamie Fatou avait raison. Le chemin qu'elle empruntait était semé d'embûches. Au même moment, au commissariat, l'atmosphère était lourde. Luc Moreau, toujours suspendu, passait ses journées à ruminer. L'humiliation publique l'avait marqué, mais ce n'était pas seulement son ego qui était en jeu. Pour la première fois, il se confrontait à ses propres biais. Lors de l'interview, il avait admis ses erreurs devant des milliers de téléspectateurs, mais les mots qu'il avait prononcés, préjugés, erreurs, résonnaient encore dans sa tête. Était-il vraiment prêt à changer, ou n'était-ce qu'une tentative désespérée de sauver sa carrière ? Le capitaine Samuel Lefebvre, son supérieur, lui avait donné un ultimatum. Soit vous assumez pleinement vos torts, soit vous quittez le métier. La ville ne tolérera pas un autre scandale. Moreau, assis seul dans son petit appartement de banlieue, fixait une photo de lui en uniforme, prise lors de sa première année dans la police. Il ne savait plus qui il était. Pendant ce temps, Sophie Laurent, la journaliste de France 3, continuait de suivre l'histoire avec une détermination sans faille. Elle avait vu trop de scandales similaires s'éteindre sans laisser de traces, et elle refusait que celui-ci subisse le même sort. Dans son bureau encombré de notes et de tasses de café vides, elle rédigeait un article sur l'impact de l'incident, tout en préparant une émission spéciale avec des experts en justice sociale et des représentants communautaires. Elle contacta Aïssatou pour lui proposer de participer. « Vous avez lancé quelque chose d'important », lui dit-elle au téléphone. « Les gens écoutent, mais ils ont besoin de vous voir continuer. » Aïssatou hésita. Elle n'avait jamais voulu être une porte-parole, mais l'idée de laisser cette opportunité s'évanouir lui était insupportable. « D'accord, » répondit-elle. « Mais je veux que ce soit concret. Pas juste des mots. » L'émission, diffusée en direct, réunit Aïssatou, Sophie, un sociologue spécialiste des discriminations, et un représentant du conseil municipal, Madame Amina Keïta, une femme d'origine malienne connue pour son franc-parler. Amine et Claire étaient dans le public, aux côtés de Monsieur Dupont et d'autres habitants du quartier. Sophie ouvrit la discussion avec une question directe. « Lieutenant Diallo, qu'est-ce qui doit changer pour que des incidents comme le vôtre ne se reproduisent plus ?» Aïssatou, droite dans son siège, répondit sans détour. Il faut des formations qui ne soient pas juste des formalités. Des officiers qui comprennent ce que ça fait d'être ciblé à cause de sa couleur de peau. Des conseils citoyens pour surveiller les pratiques policières. Et surtout, un système où les erreurs ne sont pas balayées sous le tapis.
La salle applaudit, et Madame Keita hocha la tête, promettant d'amener ses idées au conseil municipal. Mais l'émission ne fut pas sans tension. Un spectateur, un homme d'une cinquantaine d'années, prit la parole pour défendre les policiers. Ils ont un travail difficile, dit-il. On ne peut pas les blâmer pour chaque erreur. Aïssatou le fixa, son regard calme mais ferme. Personne ne dit que leur travail est facile. Mais quand une erreur repose sur des préjugés, elle n'est pas juste une erreur. C'est une injustice. La foule murmura son approbation, et Sophie, sentant l'émotion dans la salle, passa à une question plus personnelle. Lieutenant Diallo, qu'est-ce que cette expérience vous a appris? Aïssatou réfléchit un instant. Que le silence n'est pas une option. Et que parfois, il faut se lever, même quand on préférerait rester dans l'ombre. Quelques jours plus tard, Aïssatou reçut une enveloppe sans adresse de retour, glissée sous la porte de Mami Fatou. À l'intérieur, une lettre manuscrite, sobre et directe. Lieutenant Diallo, je ne vous demande pas de pardon. Mais je veux que vous sachiez que vos paroles m'ont atteint. Je passe ma vie à essayer de faire mieux. Merci de m'avoir montré ce que signifie la vraie force. Pas de signature, mais Aïssatou reconnut l'écriture maladroite de Luc Moreau. Elle plia la lettre et la posa sur la table, un sourire discret sur les lèvres. Mami Fatou, qui épluchait des patates douces à côté, lança un regard curieux. Quelque chose d'important? Aïssatou haussa les épaules. Peut-être, Mamie. Peut-être que les gens peuvent être changés. Mais pour Aïssatou, le changement ne se limitait pas à une lettre ou à une excuse. Quelques semaines plus tard, elle accepta une invitation du commissariat à parler lors d'un séminaire pour les nouvelles recrues. Dans une salle remplie d'officiers en uniforme, elle se tint debout, sans notes, sans artifice. Elle raconta son histoire, pas seulement l'incident avec Moreau, mais ce que signifiait grandir dans un quartier où la police était parfois plus crainte qu'admirée. Elle parla de son service dans l'armée, de la fierté de porter l'uniforme, mais aussi de la douleur de rentrer chez soi et d'être traitée comme une étrangère. La force, ce n'est pas de brandir une arme ou une autorité, dit-elle. C'est de savoir se retenir, même quand on a toutes les raisons de ne pas le faire. La salle était silencieuse, mais les regards des jeunes officiers trahissaient une réflexion profonde. L'un d'eux, Karim, un jeune homme d'origine algérienne, se leva à la fin. Madame, je me suis engagé pour faire la différence. Merci de me montrer qu'on peut porter cet uniforme et défendre ce qui est juste. Aïssatou sourit et posa une main sur son épaule. Alors, fais en sorte que ça compte. À l'extérieur du commissariat, le quartier commençait à changer. Le conseil municipal, poussé par la pression publique et les articles de Sophie, annonça la création d'un conseil citoyen pour superviser les pratiques policières. Des formations sur les biais inconscients furent intégrées au programme des officiers, non plus comme une simple formalité, mais comme une priorité. Amine, inspiré par l'élan communautaire, peignit une fresque sur un mur du centre-ville, une silhouette de femme, sac à dos sur l'épaule, regardant vers l'horizon, avec les mots « Justice commence ici » écrits en lettres audacieuses. Claire, quant à elle, publia son article dans un journal local, qui fut repris par des médias nationaux. Même M. Dupont, le libraire, organisa une soirée de discussion dans sa boutique, où habitants et officiers échangèrent. Et dans une ambiance tendue mais constructive. Luc Moreau, de son côté, prit une décision inattendue. Après des semaines de réflexion, il remit sa démission. Dans une lettre adressée au capitaine Lefebvre, il écrivit « Je ne suis plus l'homme qu'il faut pour ce métier. Pas encore. Mais je veux apprendre à l'être. » Sa décision, bien que discrète, fut perçue comme un acte de responsabilité rare. Sophie Laurent en fit mention dans un reportage, notant que c'est que parfois, le changement commence par un pas en arrière. Aïssatou, elle, ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. Un soir,
alors que le soleil se couchait sur Saint-Denis, elle s'assit sur le balcon de Mamie Fatou, un verre de thé à la main. La ville s'étendait devant elle, vibrante, imparfaite, mais pleine de potentiel. Elle pensa à Karim, à Amine, à Claire, à tous ceux qui, à leur manière, portaient cette histoire plus loin. Elle pensa à Moreau, à sa lettre, à la possibilité qu'un homme puisse changer. Et elle pensa à sa grand-mère, qui lui avait appris que la force véritable venait de l'intérieur, mais qu'elle brillait le plus quand elle servait les autres. L'histoire d'Aïssatou Diallo ne s'arrêta pas à Saint-Denis. Elle y inspira des débats dans d'autres villes, des discussions dans les écoles, des changements dans les politiques. Ce n'était pas la fin des injustices, loin de là, mais c'était un début. Une femme, un sac à dos, une vidéo, parfois, il suffit d'un instant pour faire basculer une communauté. Et dans ce coin de banlieue parisienne, où les cultures se croisaient, et où les combats se livraient au quotidien, Aïssatou avait prouvé qu'un seul pas pouvait changer la direction d'une ville, et peut-être, un jour, d'un pays tout entier. L'histoire d'Aïssatou Diallo, une ancienne militaire confrontée à l'injustice dans son propre quartier, résonne profondément dans le contexte d'une société française où la diversité est à la fois une richesse et un défi. Cette femme, forte et résiliente, incarne une vérité universelle. Le courage ne se mesure pas seulement dans les grandes batailles, mais dans les moments où l'on choisit de défendre sa dignité face à l'injustice quotidienne. Ce qui m'a marqué, c'est sa capacité à rester calme tout en tenant tête à l'autorité abusive. Elle n'a pas cédé à la colère, mais a utilisé sa force intérieure pour transformer une situation humiliante en un catalyseur de changement. Cette retenue, mêlée de détermination, reflète une valeur très française. La maîtrise de soi, héritée d'une culture qui valorise la raison autant que la passion. Une leçon essentielle à tirer est l'importance de ne pas rester silencieux face à l'injustice. Comme à Aïssatou, chacun de nous peut, à son échelle, refuser de se plier à des préjugés ou à des abus de pouvoir. Cela ne signifie pas toujours confronter directement, mais parfois simplement parler, écouter ou soutenir ceux qui sont marginalisés. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par des gestes simples, intervenir lorsqu'on est témoin d'une discrimination, s'éduquer sur les biais inconscients, ou participer à des initiatives communautaires pour promouvoir l'égalité. L'histoire montre aussi le pouvoir des outils modernes, une vidéo tournée par Amine a changé la donne. Cela nous rappelle qu'en France, où la liberté d'expression est sacrée, partager une histoire peut amplifier une cause et pousser à l'action collective. Enfin, cette histoire m'enseigne que le changement commence par la responsabilité individuelle. Luc Moreau, malgré ses erreurs, a choisi de se remettre en question, un acte rare qui montre qu'il est possible d'évoluer. Appliquons cela dans nos vies, reconnaissons nos erreurs, apprenons des autres, et agissons pour construire une société plus juste. En France, où les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité guident la nation, chaque pas compte. Si cette histoire vous a touché, agissez. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien, partagez la vidéo pour inspirer d'autres, et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions, votre voix compte pour faire avancer le changement.